Bien, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Didier Nakache. Je suis docteur en informatique, spécialisé en IA justement. Donc très rapidement, je peux vous donner deux, trois éléments de réponse, mais on pourra en discuter ce midi tranquillement. Effectivement, l'usage de puces dans le cerveau qui amènerait des connaissances, c'est quelque chose de bien, mais n'oubliez pas qu'une puce, ça peut se reprogrammer. Voilà, et le danger peut être là. Sur l'IA, je fais très vite parce que ce n'était pas le sujet, mais ça peut répondre à des questions qui ont été posées. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, on est dans une IA qui s'appelle l'IA faible. L'IA forte va arriver. Donc ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est epsilon, c'est quasiment rien par rapport à tout ce qui va arriver, y compris dans la dimension créatrice de l'IA. Il y a quelques algorithmes qui permettent de faire de la création pure, voilà, qui sont peu développés encore, mais qui fonctionnent. Et le plus connu d'entre eux, c'est, si vous êtes un peu dans le domaine, c'est ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, qui sont capables d'inventer des solutions. Voilà. Je vais reprendre un micro. Un, deux, oui, ça marche. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous parler du HQI ou du THQI. Et plus particulièrement, je vais vous présenter l'histoire du HQI. C'est comment est-ce que nous sommes arrivés à mesurer l'intelligence. Peut-être. Peut-être pas. Voilà. Alors, je vais d'abord vous raconter l'histoire du QI et plutôt des tests de quotient intellectuel, de mesure de quotient intellectuel, puis différents aspects du HQI. Dans une troisième étape, je vous présenterai les caractéristiques du HQI, même si les choses évoluent beaucoup. Et puis enfin, je vous présenterai une petite étude que j'ai faite, un peu biaisée, un peu particulière, mais qui est assez intéressante également, et je tenais à vous la présenter. Comment est-ce qu'on a décidé de mesurer l'intelligence et comment on s'y est pris? Ça a été très compliqué. C'est que, intuitivement, on comprend tous qu'on voit des individus qui ont l'air d'être plus rapides dans leur mode de pensée, dans leur raisonnement, dans leur logique, et d'autres qui ont l'air d'être plus lents. Et ça, intuitivement, on le sait. Mais comment on peut le mesurer de manière fiable? Ça a été un long chemin. J'ai fait le choix, c'est un parti pris, un de plus. J'ai fait le choix de vous présenter différentes méthodes, dont certaines que je vais présenter avec critique, parce que je n'y crois pas. C'est un point de vue, en tout cas. On va revenir aux tout premiers travaux qui ont été faits. Et ça nous amène à la fin du XIXe siècle, avec en particulier Paul Broca, qui était le grand spécialiste du cerveau humain, qui a découvert la zone du langage, l'aire de Broca, dans le cerveau, et un autre individu qui s'appelle Francis Galton. Et à cette époque-là, les deux, l'un comme l'autre, pensaient que l'intelligence se mesurait à la taille du cerveau. Et en gros, plus le cerveau était gros, plus on était intelligent. D'où les mesures faites sur les enfants, où on mesurait le périmètre crânien. Alors, je tiens beaucoup à citer Paul Broca, puisque à cette époque-là, c'était le plus grand scientifique au monde, expert du cerveau humain. Et voilà ce que Paul Broca a écrit, j'en reparlerai cet après-midi d'ailleurs. Il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Je présente d'avance toutes mes excuses à toutes ces dames. C'est pas moi, hein, c'est Paul Broca. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. Ça, c'est Broca dans une publication scientifique validée par la science de l'époque.
Alors, on a un petit peu progressé depuis, même s'il y a encore des progrès à faire. Et ça date de 1861. L'individu suivant qui a mené des travaux sur comment mesurer l'intelligence, c'est à peu près à la même époque, c'est Francis Galton. Francis Galton, c'est un cousin germain de Charles Darwin, le célèbre. Et Galton, il est inventeur d'une théorie qu'on appelle l'eugénisme, et en gros, il pense que l'intelligence, c'est quelque chose qui se transmet, et il y a des théories racistes, je n'ai pas d'autres mots que ça, qui sont mises en place par Galton. Alors si j'en parle, c'est parce que cette idée-là, elle a trouvé aussi des prolongements. Le premier test qui a réellement été mis au point, c'est le test de Binet. Maud en parlait tout à l'heure, et à juste titre d'ailleurs. C'est un Français qui a été mandaté par l'Éducation nationale pour tester les enfants en difficulté. Ce n'était pas fait du tout pour mesurer des gens très intelligents, c'était même le contraire. C'était comment on peut identifier les enfants en difficulté intellectuelle pour les sortir du système scolaire. Et le premier à avoir mis au point un véritable test efficace, c'est Binet et Simon, qui était un de ses coéquipiers, collaborateurs. L'idée de Binet, c'est ce qui est important, c'est que, c'est la dernière phrase, c'est que ça ne fait pas appel aux connaissances, mais au développement mental. Alors j'aime beaucoup cette phrase de Binet, on a tous nos phrases cultes. Binet était très moqué par les journalistes, par des gens qui disaient « mais c'est que finalement vous faites un truc qui mesure l'intelligence, mais c'est quoi l'intelligence ?» et on ne le prenait pas très au sérieux. Et il a eu cette réponse, il a dit l'intelligence, c'est ce que mesure mon test. Voilà. Un petit peu plus tard, il y a un autre scientifique qui s'appelle Charles Sperman, qui est quelqu'un avec un gros vernis statistique, c'est même quelqu'un qui vient du monde de la statistique, et qui a mis au point un test et un système de mesure avec un facteur G. Donc l'idée du facteur G, c'est de dire, il introduit le fait que l'intelligence, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un facteur, mais c'est plusieurs facteurs qu'on peut combiner entre eux pour faire un facteur général. C'est-à-dire quelque chose qui se mesure, un score final qui se mesure à partir de plusieurs scores différents. Et ça, on le doit à Sperman. Du coup, Sperman dit, si on fait des mesures individuelles de ce qu'est l'intelligence et qu'on les combine entre elles pour calculer un score global, on obtiendra ce qu'on appelle aujourd'hui le quotient intellectuel. En 1912, le terme de quotient intellectuel apparaît. Pourquoi ? Parce que dans la définition qui en est faite à l'époque, on est bien sur le quotient mathématique, c'est qu'on divise l'âge mental par l'âge réel, on multiplie par 100, et ça donne le quotient intellectuel tel qu'il était défini à cette époque-là. Donc un enfant de 10 ans qui se comporte ou qui a les aptitudes d'un enfant de 12 ans aura un quotient intellectuel de 120. 12 divisé par 10, multiplié par 100. Ce terme de quotient, curieusement, même s'il a évolué, aujourd'hui on parle encore de QI, alors que ça n'a plus rien à voir avec un quotient. Le Q signifiant quotient. Enfin, on arrive à Terman. Terman, c'est un psychologue de Stanford qui, au début du XXe siècle, a repris complètement les travaux de Binet et les a adaptés en particulier à des étudiants américains sur les campus. Et c'est lui qui a redynamisé le système de mesure. On lui doit énormément. Et lui s'est intéressé plus particulièrement à l'environnement des étudiants
Et à l'autre côté de la courbe, puisque rappelez-vous que jusqu'à présent, on s'intéressait à des personnes en difficulté scolaire ou ayant des problèmes, Terman, lui, s'intéressait plutôt aux facteurs de réussite. L'échelle qu'il a créée, qu'il a retravaillée en partant des travaux de Binet, c'est appelé l'échelle Stanford-Binet, et ce nom est resté pendant très très longtemps. Je crois même l'avoir lu il n'y a pas encore très très longtemps. Enfin, on arrive en 1939 avec Wechsler. Wechsler qui a fait des avancées importantes. Et Wechsler a basé la mesure de l'intelligence sur la loi normale. Encore une fois, c'est celle que présentait Maud tout à l'heure. C'est la fameuse courbe en cloche de Carl Gauss. Et donc l'intelligence, c'est quelque chose qui se mesure, mais de façon continue. C'est qu'il n'y a pas de paliers qui sont définis, qui correspondent à des choses. Ce qui était défini, c'est arbitraire. C'est quand on parle d'un surdoué ou d'un HPI, on dit que c'est à 130, mais peut-être que la société de demain dira que c'est à 140 ou 120 ou j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence, quand on la mesure, c'est continu. Et entre quelqu'un qui a 130 et quelqu'un qui a 129, il y a vraiment il y a pas de différence, quoi. Pourtant, l'un sera mis dans la catégorie HQI et l'autre non. En 1955, on met au point le premier test qui s'appelle la WAIS, qui est le test de référence aujourd'hui, ou en tout cas un des plus couramment utilisés. Et le WAIS s'adresse à des adultes, et on a la version pour enfants qui s'appelle le WISC, et on a même une autre version, j'en parlerai tout à l'heure, pour les très jeunes enfants. Mes collègues l'ont déjà évoqué. Alors j'ai mis que le WAIS ici, daté de 2008. La toute dernière version, le WAIS 5, est en train de sortir en ce moment. Un autre individu qui a fait une approche qui n'a pas percé, je ne sais pas pourquoi, c'est Zazo. Zazo qui a repris également les travaux de Binet, mais qui les a réactualisés, parce que la méthode de Binet, que Binet utilisait au début du siècle précédent, eh bien, entre-temps, les enfants, avec l'école, avec l'évolution, avaient beaucoup changé. Alors, j'ai mis quelques exemples de différences de réactualisation faites par Zazo sur l'échelle de Binet. Par exemple, compter 4 sous simples. Eh bien, pour Binet, en 1911, c'était à l'âge de 5 ans, la valeur de référence. Et en 1949, on considérait que c'était à 4 ans. Montrer la main droite et l'oreille gauche. En 1911, c'était normal à 7 ans. Et en 1949, c'était à 5 ans. Plus étonnant pour moi, nommer 4 couleurs. Eh bien, on considérait qu'en 1911, il fallait avoir déjà 7 ans pour être capable de nommer 4 couleurs. Et c'est passé à 4 ans en 1949. Alors aujourd'hui, ça fait rire parce que quand on connaît les enfants et toute la déclinaison de couleurs qu'ils maîtrisent, on se dit que voilà, les échelles bougent. Non. Voilà. Un autre grand psychologue dont on voit souvent le nom, c'est Cattell. Cattell, lui, définit 2 formes d'intelligence ou 2 familles d'aptitudes, ce qu'il appelle l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. En gros, l'intelligence fluide, c'est la capacité de raisonner. L'intelligence cristallisée, c'est la capacité à enregistrer des connaissances et à les utiliser. Ces 2 formes d'intelligence ont été reprises dans les tests de Weiss et de WISC. Donc Weiss, rappelez-vous, c'est pour les adultes, WISC, c'est pour les enfants. Encore une fois, Cattell a été très critiqué parce qu'il a rejoint à un moment donné les mouvements racistes, l'eugénisme et l'intérêt qu'il portait aux travaux de Galton. Il s'en est défendu assez mollement et il a été un petit peu
un petit peu critiqué pour ses positions. Alors, en attendant que la diapo passe, ceux qui le souhaitent, je vous laisserai le support qui comporte beaucoup plus de détails et d'informations que ce que je présente à l'oral. Donc voilà un peu le modèle de mesure qui a été mis au point par Cattell, avec différents items, différentes formes d'aptitude. Et l'idée, c'est de dire, on combine tout ça pour en faire un indicateur général. Enfin, on arrive vers des périodes un peu plus contemporaines. J'étais obligé de parler de Gardner. Gardner, c'est un homme qui, en 83, a sorti ce qu'il appelait la théorie des intelligences multiples. C'est que pour Gardner, tous les travaux qui ont été faits sur l'intelligence jusqu'à présent par ses prédécesseurs, il les met un peu de côté. Et pour lui, il y a 10, 12, 15 formes d'intelligence différentes. Voilà ici un petit exemple de la première version de ce qu'il a fait, mais cette version s'est étendue. Donc il y a l'intelligence logico-mathématique, spatiale, corporelle, musicale, etc. Alors je suis assez critique sur ça parce que j'aurais préféré qu'il parle de talent ou d'aptitude. Sachez que Gardner a dit lui-même que ça n'était pas de l'intelligence. Pourtant, on continue à parler d'intelligence. Et quand on l'a dit, mais pourquoi vous appelez ça de l'intelligence si ce n'en est pas? Il a dit, parce que c'est socialement mieux valorisé. En gros, j'ai fait du marketing en appelant intelligence ce qui n'en est pas. Alors, je préfère le dire, c'est un parti pris. Pour moi, ce n'est pas de l'intelligence. Ça ne retire rien à sa théorie. Ça ne retire rien à ses travaux. Il y a plein de profs, par exemple, qui trouvent que ce qu'il propose est génial. Je n'ai pas les compétences pour dire si ça l'est ou pas. Par contre, ce n'est pas dans le périmètre de ce qui m'intéresse. C'est aucun rapport avec le QI et l'intelligence. Et franchement, à titre personnel, j'aurais un peu de mal qu'on me dise que je suis aussi intelligent que Ribéry. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Après toutes ces évolutions, vous voyez le temps que ça a mis. En gros, ça a mis un siècle pour être mis au point et puis pour évoluer tout doucement. Aujourd'hui, on est sur un système de mesure qui fait plutôt consensus. On est sur une loi normale. Et les Américains, qui sont des grands habitués à avoir des échelles différentes des nôtres, dans ce domaine-là, font également différence. Mais en France, l'échelle qu'on utilise, c'est l'échelle de Wechsler. C'est une loi normale, une gaussienne, avec une moyenne à 100. Donc, la moitié de la population a moins de 100, l'autre moitié de la population a plus de 100, et une grande majorité de la population a autour de 100, avec un écart type de 15. Donc, si vous êtes amoureux des stats, ça doit vous parler. Et c'est d'ailleurs par rapport à cet écart type de 15 qu'on considère qu'au-delà des 2 écarts types, on est différent. On sort de la loi normale, voire de 3 écarts types. Donc si l'écart type est à 15 et que la moyenne est à 100, 2 écarts types, ça fait 30. Donc 100 plus 30, 130. C'est pour ça qu'on tend à dire qu'au-dessus de 130, on est HQI. Et 3 écarts types, ça fait 145. Au-dessus de 145, on est THQI. Au-dessus de 130, ça représente une tranche de la population qui est de 2,3%. Et 145, on est à 1,3, 0,1, 0,13%. Donc je vous ai mis ici des indicateurs qui donnent pour un score de QI en France, donc dans la colonne bleue, le nombre de personnes représentées. Par exemple, avec un QI de 145, c'est une personne sur 740. C'est juste du calcul statistique. C'est de la probabilité, ça se mesure facilement. Alors les Américains se distinguent
avec une échelle qui n'est pas sur un écart type de 15 comme nous, mais sur un écart type de 24. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être dommage qu'on n'arrive pas à une mesure unique. Ce qui fait que quand un Français, par exemple, est mesuré à 115, donc 100 plus un écart type de 15, 115, eh bien l'Américain, lui, il sera mesuré à 124, 100 plus un écart type de 24. Deux écarts types pour être surdoué. En France, c'est 130. Dans l'échelle américaine, c'est 148. On peut convertir de l'un à l'autre, c'est pas compliqué. C'est comme ils font pareil pour les distances, ils font pareil pour les températures. On sait convertir d'un système français à un système américain. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, ça veut juste dire qu'ils utilisent une autre mesure. Mais la conversion, elle est enfantine. En gros, chaque fois que nous, on augmente de 15, eux augmentent de 24. Et ça marche dans les deux sens, bien sûr. Alors, les tests qui font référence aujourd'hui, principalement, c'est la WAIS et la WISC. Donc la WAIS a été étendue dans ses limites. Aujourd'hui, un test de WAIS peut mesurer jusqu'à des QI de 160. Dans la version précédente, c'était 150. Il y a des limites. Il y a aussi des limites d'âge pour faire un test de WAIS. C'est qu'on fait un test de WAIS à partir de 16 ans jusqu'à 79 ans, 11 mois et 30 jours pour être précis. Alors pourquoi c'est ce niveau de précision? Parce que vous devez savoir qu'il y a des corrections qui sont apportées en fonction de l'âge de la personne qui passe. Et grosso modo, une manière que je trouve pertinente d'expliquer ce qu'est le QI, c'est de le présenter comme un classement. C'est de dire, ben voilà, moi dans ma tranche d'âge, eh bien, j'ai 90%, 95% des gens au-dessus ou en dessous de moi, enfin, peu importe. Et la mesure de QI mesure finalement ça. Pour les enfants, il y a une autre échelle, c'est la WISC, mais c'est pour les enfants à partir de 6 ans. Alors, à partir de 6 ans, pourquoi? Parce qu'on considère qu'avant, le cerveau, il n'est pas encore tout à fait terminé, il n'est pas tout à fait cristallisé, comme on dit. Et avant 6 ans, c'est compliqué de mesurer le quotient intellectuel d'un enfant. Même s'il y a une autre échelle qui permet de le mesurer pour les enfants de 4 à 6 ans, mais c'est compliqué à mesurer. Alors voilà les tranches d'âge qui ont été faites pour corriger en fonction de l'âge. Et vous voyez que grosso modo, on est sur des tranches de plutôt 5 à 10 ans, quoi. Et voilà à quoi ressemble le test actuel de mesure de QI. C'est qu'on mesure 4 indices, l'ICV, l'IRP, l'IMT, l'IVT, donc indice de compréhension verbale, indice IRP de raisonnement perceptif, indice de mémoire de travail et vitesse de traitement. Et avec ces 4 mesures, on va les combiner pour faire une seule mesure qui va s'appeler le QI total. Alors voilà quelques aspects du HQI, sachant que la science évolue beaucoup dans ces domaines-là et les choses avancent. Une fois que le QI a été mesuré, une des difficultés qu'on rencontre, c'est que certaines personnes réussissent bien tous les items et d'autres réussissent bien certains items, mais pas bien certains autres items. C'est ce qu'on appelle les profils hétérogènes par rapport à des profils homogènes. Et plus le profil est hétérogène, plus c'est difficile de faire un score de QI unique qui soit la synthèse de tout. Imaginez que, par exemple, dans un item, vous fassiez un score de... Je vais prendre un cas extrême. Dans un score de 80, et de l'autre côté, vous êtes à 120. Vous êtes quoi réellement? Ce n'est pas très simple à appréhender. Et on parle de personnalité laminaire et de personnalité complexe. Donc les premiers,
sont des gens pour qui on a un écart de plus de 15 points entre les deux items, et souvent beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle les profils complexes. Et ce sont des gens qui, dans leur mode de fonctionnement, vont mettre en avant beaucoup plus l'intuition. Même si derrière l'intuition, il y a des choses, il y a de la connaissance qui est probablement cachée. Par contre, vous comprenez bien ce que je vous disais, hein, avec des valeurs extrêmement variées, c'est compliqué de dire quelle est la combinaison de toutes ces valeurs. Sur les personnes qui ont un profil homogène, c'est beaucoup plus simple. Et ce sont des gens qui ont plutôt un fonctionnement à dominance analytique. Ce sont des gens qui vont faire beaucoup plus de raisonnement déductif et d'approches complexes. Alors, j'ai trouvé sur une page web, j'ai trouvé ça amusant, j'ai voulu le reprendre. Qui pourrait être avec un potentiel ou un profil complexe et qui pourrait être avec un profil laminaire. Donc j'aime bien retrouver certaines personnes comme Léonard de Vinci ou d'autres. Et enfin, voilà une petite illustration que je trouve pas mal faite. C'est que la personnalité complexe est souvent plus des personnalités créatives, des gens qui ont un raisonnement intuitif, qui ont besoin de stimulation, qui ont souvent un QI hétérogène et qui sont plutôt sensibles et en quête de reconnaissance. Ce qui est normal parce qu'ils ont des aspects de leur personnalité qui sont extrêmement variés et c'est plus compliqué pour eux. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de recevoir des gens qui sortaient de cabinets de psychologues qui me disaient j'ai passé un test de QI et on m'a expliqué qu'on ne pouvait pas calculer mon QI total. Donc finalement, je ne sais même pas ce que je suis. Voilà. Sur la personnalité laminaire, on est sur des gens qui sont plus travailleurs, qui raisonnent plus, qui ont souvent un QI plus homogène, qui sont plutôt les bons élèves et qui ont peur de s'ennuyer à l'école. Donc on retrouve quand même deux catégories différentes, complémentaires, mais deux types de fonctionnement globalement différents. Non. Alors un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est le caractère héréditaire du QI. Eh bien c'est vrai, mais pas que. On a des familles de gens très doués qui ont des enfants tout à fait normaux. On a des couples de gens tout à fait normaux qui ont des enfants très doués. Mais globalement, je suis désolé. Globalement, il y a eu des analyses qui tendent à montrer qu'il y aurait un aspect héréditaire dans la mesure du quotient intellectuel. C'est qu'on a des familles de surdoués dont certaines sont connues. Oups, on ne bouge plus. Voilà, on considère aujourd'hui que la part héréditaire peut représenter 60 à 80% du potentiel intellectuel. Donc ce n'est pas suffisant pour expliquer le QI. Il y a des gens qui peuvent être de profils très variés, être très intelligents ou pas du tout. Mais souvent on retrouve, d'ailleurs souvent c'est identifié comme ça, c'est qu'on détecte un enfant parce qu'à l'école, il a un comportement atypique ou son intelligence est mise en évidence. Et en explorant l'intelligence de l'enfant, on est amené parfois à regarder ce qui se passe du côté des parents et de se dire, tiens, il y a un truc aussi là, du côté des parents qui sont aussi des personnes intelligentes. Il y a aussi des expériences, des mesures qui ont été faites sur les enfants adoptés. Et ça met en évidence l'environnement
on s'est rendu compte que des enfants adoptés auraient, je mets au conditionnel parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de sources là-dessus, mais des enfants adoptés auraient eu des points supplémentaires de QI parce que mis dans un environnement stimulant et bienveillant. En gros, j'ai envie de dire, aimez vos enfants, ça les rendra intelligents. Un autre phénomène qui est important à noter, c'est ce qu'on appelle l'effet Flynn. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que quand on a mesuré l'échelle de Binet au départ, et puis lorsqu'on l'a mesuré, lorsqu'on l'a réétalonné ou réévalué une trentaine ou une quarantaine d'années plus tard, il a fallu réétalonner les choses. Eh bien, l'effet Flynn, c'est du nom du scientifique qui a découvert, qui a le premier publié sur ce sujet-là. C'est l'idée que par l'environnement scolaire, peut-être l'amélioration de la manière de manger, par les études, par tout un tas de phénomènes, le QI tend naturellement à progresser. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Flynn. Et l'effet Flynn a des limites, c'est que jusqu'aux années 90, l'effet Flynn a eu un effet positif, c'est que le QI augmentait de, je crois que c'était de 3 points tous les 10 ans, naturellement, compte tenu de l'environnement. Et depuis les années 90, on se rend compte que l'effet Flynn a arrêté et même que le QI global régresse. Alors, moi, ça me fait penser à des choses, à des réflexions qui ont été faites tout à l'heure. Par exemple, est-ce que finalement, à force d'être assisté par des IA ou des machines ou des systèmes quelconques, est-ce qu'on utilise moins son cerveau ? Et en l'utilisant moins, est-ce que du coup, on le sous-entraîne ou on le stimule, en le stimulant moins, il fonctionne moins bien ? Enfin, je n'ai pas la réponse à ça. Ça, c'est une réponse médicale. Mais en tout cas, j'ai cette idée-là qui me trotte dans la tête. Voilà, donc il y a une étude assez sérieuse que je mets là en lien, qui montre que depuis la fin des années 90, le QI régresse de 1,5 point entre 1998 et 2004. Et c'est un phénomène qu'on a mesuré également en France, sur le QI en Berne. Je suis désolé, je n'ai pas pu résister. Excusez-moi. Alors, il y a eu beaucoup d'hypothèses également autour du QI et de choses connexes, dont les TSA, donc TSA, troubles du spectre autistique, voire de l'autisme. On a longtemps cru qu'il y avait un lien, en particulier pour des personnes avec Asperger. En réalité, on se rend compte qu'il n'y a plutôt pas de lien. C'est qu'on a longtemps pensé que c'était lié, et qu'on avait des autistes surdoués. Et la réalité est que ça a l'air d'être de moins en moins vrai ou de moins en moins le cas au fur et à mesure des études qui évoluent, qui montrent que c'est pas le cas, quoi. Alors, je vais passer rapidement. Sur le plan international, je vous citais tout à l'heure les travaux de la théorie des intelligences multiples. Je veux également pointer du doigt un gars qui s'appelle Lin. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de cette diapo-là. Les échelles de QI sont faites par pays. Et donc les comparaisons internationales n'ont pas de sens. C'est que le QI moyen de chaque pays vaut 100. Donc le QI moyen d'un Mexicain, c'est 100. Le QI moyen d'un Français, c'est 100. Le QI moyen d'un Chinois, c'est 100, ou ce que vous voulez.
Et les études internationales sont très compliquées parce que il y a des cultures et il y a beaucoup de différences d'un pays à l'autre, ce qui fait qu'à la limite, si je change de pays, mon QI pourrait changer. Alors, il ne changera pas radicalement, il y a peu de chance, mais le QI est étalonné pour valoir en moyenne 100 dans chaque pays, avec un écart type de 15, sauf les Américains qui ont un écart type de 24. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce qu'on voit beaucoup de littérature et de plus en plus de gens qui s'expriment sur les réseaux en particulier, qui expliquent que ben voilà, il y a des peuples plus idiots et il y a des peuples plus intelligents. En fait, c'est fondé sur rien, sauf un scientifique qui a été déchu d'ailleurs de pas mal de ses habilitations, qui s'appelle Lynn, qui a sorti cette carte avec voilà, des choses pas flatteuses. Vous devez savoir que la manière... Lynn a construit une base de données, donc Lynn est un racialiste. Il a construit une base de données qui est complètement bidon d'un point de vue statistique. C'est qu'il y a des pays qui sont représentés par un seul individu. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas en mesurant le QI d'une personne qu'on peut savoir si tous les gens de ce pays sont représentés par cet individu. Il y a même des pays où il n'avait pas le QI. Donc il a dit, bah, c'est pas grave, je vais faire la moyenne des pays qui sont autour. Ça va être représentatif. Et il a construit une base de données comme ça, complètement bidon, complètement raciste. Mais cette base existe. Et aujourd'hui, il y a des mecs qui utilisent cette base en disant, ouais, regardez, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc ne vous faites pas piéger par ça. Sachez que Lynn, alors qui est décédé là depuis quelques années, Lynn, on lui a retiré beaucoup de choses parce que ce qu'il a fait n'avait rien de scientifique. Mais tous ceux qui citent Lynn, vous pouvez d'emblée les mettre à la poubelle. C'est fondé sur rien, voilà, sur du vent. Mais je voulais quand même vous signaler que ça existait. Alors, quelques approches scientifiques. Aujourd'hui, pour moi qui suis avant tout membre de Mensa, c'est compliqué de savoir ce qu'est l'intelligence et comment on la mesurer, parce que même au sein des experts, des psychologues et de ceux dont c'est le métier, il y a des divergences que je trouve assez importantes. Et grosso modo, je dirais qu'il y a deux mouvements de pensée. On a d'un côté, alors moi j'ai une préférence, mais qui est encore un troisième pilier, qui n'est pas présent, mais on a d'un côté des gens comme Jeanne Siofachin ou Monique de Kermadec, qui ont une vision très orientée autour de la psychologie et qui, moi, ne me va pas. Je trouve que c'est pas très convaincant. Et il y a une approche beaucoup plus rigoureuse, de mon point de vue, avec des gens comme Franck Ramus et Nicolas Govrit, même si je les trouve parfois un peu extrêmes dans leur position. Mais je trouve qu'il y a quand même ces deux courants de pensée, et certains sont adeptes de Siofachin et de ses livres en particulier, ou de Monique de Kermadec, et d'autres sont plutôt proches de Ramus et de Govrit. Ce qui est sûr, il y a des petites études qui mettent au point des choses intéressantes. C'est que le mythe du HQI triste, qui rate ses études, qui n'est pas bien, c'est un mythe. J'entends souvent, par exemple, citer le cas des fameux 3/3. C'est comment les enfants réussissent les scolarités. On dit les enfants surdoués, hein, intelligents. Et on me dit, ouais, il y a un tiers qui rate, un tiers qui fait une scolarité moyenne, un tiers qui réussit. C'est pas vrai. Je ne sais pas d'où sort cette légende urbaine. Il n'y a rien de fondé. Les études montrent qu'au contraire, les enfants avec des potentiels intellectuels élevés réussissent plutôt mieux les études et plutôt mieux les scolarités. Une autre étude par rapport à la souffrance du HQI, qui, voilà, pour Monsieur Tout-le-Monde, le HQI, c'est un solitaire qui est en souffrance. En réalité, non. Il n'y a pas de réalité derrière ça.
Ce qui est à l'origine de ça, c'est souvent un biais de recrutement. C'est que ceux qui ont des troubles ou des souffrances réelles vont voir des psychologues, et du coup, les psychologues ne reçoivent que des gens qui sont, enfin, reçoivent beaucoup de gens. Il y a un biais de recrutement, si vous voulez. À force de voir des gens qui ne sont pas bien dans leur peau et intelligents, on fait le lien en disant ils sont intelligents, donc ils ne sont pas bien dans leur peau. Alors que pas du tout, si on prend plus de recul, on se rend compte qu'il n'y a pas d'écart significatif. Pareil pour la sociabilité. Les enfants HQI, et même les adultes d'ailleurs, étant beaucoup plus capables de s'adapter, et socialement, ils vont être capables de s'adapter également. Autre chose, j'aime beaucoup présenter cette étude parce que je la trouve très significative. Puis, moi, je suis un homme de chiffres, donc ça me parle. C'est une étude écossaise qui a été faite sur une très très longue période. Et on a mesuré le QI des gens à l'âge de 11 ans et on les a suivis pendant toute leur vie jusqu'à l'âge de 80 ans. Et la question, c'est comment a évolué le QI de chacun de ces individus dans le temps. Vous devez savoir que le QI ne bouge pas dans le temps. Alors d'abord, c'est lié à la mesure, puisqu'on a des corrections en fonction de l'âge. Donc ça veut dire que les corrections fonctionnent. Mais ça veut dire aussi que quand vous lisez un article en disant « Oh, regardez, cet enfant-là, il est extraordinaire, il a 10 ans, il a un QI de 140 », oui, mais quand il aura 20 ans, il aura aussi un QI de 140. Quand il en aura 30, il en aura aussi un QI de 140, et ainsi de suite. Ça évolue très peu en fonction du temps, et ce graphique-là le montre bien. Donc on a quelques exceptions, on a quelques points qui sont en dehors de la diagonale, mais on voit bien le nuage de points et la corrélation très forte entre le QI à 11 ans et le QI à un âge très avancé. Et sur les points qui sont complètement marginaux, on peut supposer que certaines personnes ont eu des maladies ou des accidents ou des problèmes variés qui provoqueraient des chutes de QI. Voilà, un autre point sur lequel je voulais vous alerter, c'est un truc que les profs connaissent souvent, c'est mon fils, il ne fout rien à l'école, il ne veut pas travailler, mais il est surdoué. Faites-les tester, c'est qu'il n'y a qu'un psychologue qui pourra vous dire si l'enfant est réellement surdoué ou pas. Mais peut-être qu'il est simplement fainéant. Je suis désolé, c'est aussi une hypothèse à ne pas éliminer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les tests de QI, il y a beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi. Allez voir des professionnels, clairement. D'un point de vue scientifique, là aussi, j'ai lu des études, mais contradictoires, ce qui montre... D'ailleurs, le fait d'avoir beaucoup d'études contradictoires montre que la science est en train de se construire. Donc petit à petit, on construit la science. On va aller vers de plus en plus de méta-analyses et de choses vers la vérité, j'ai envie de dire. Mais à ce stade, c'est encore prématuré. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc par exemple, moi j'ai lu des choses que les personnes avec un QI élevé avaient plus de connexions neuronales, dont a parlé le docteur Mozart tout à l'heure. Plus de cellules gliales ou un cortex préfrontal plus développé. Voilà. J'ai lu également, mais c'est une information dont je ne suis pas arrivé à parvenir à trouver la source, que la vitesse de transmission de l'information dans le cerveau était plus rapide chez les personnes qui étaient HQI. Bon, ça, c'est la courbe dont on a parlé tout à l'heure, la fameuse courbe de Gauss. Voilà. Et par définition, compte tenu des seuils qu'on a mis, quelle que soit la population, d'ailleurs, quelle que soit la mesure, vous aurez toujours 2% de la population qui sera dans le périmètre de ce qu'on appelle le HQI, le haut quotient intellectuel. Et ça, quel que soit le pays, quel que soit le groupe, sauf peut-être ici dans cette salle, on est sur un échantillon biaisé. Mais sinon, si vous prenez des gens qui passent dans la rue, eh bien, vous pouvez être certain que si vous en capturez un nombre suffisamment grand,
vous aurez 2% de cette population qui sera dans le périmètre HQI. C'est la conséquence de la loi normale et Carl Gauss a démontré ça de manière assez brillante d'ailleurs. Donc, juste également pour ceux qui ne sont pas très au fait, faites attention à certains trucs. Si vous tapez test de QI sur Internet, vous avez des tests en ligne bidons. Vous avez des tests en ligne qui ne sont pas faits par des professionnels, qui sont faits par des marchands de soupe. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Et j'ai aussi une deuxième alerte. Alors vous voyez ça, vous voyez, vu à la télé, hein, passer le grand test de QI, c'est complètement bidon. Ce sont des pièges. Et dans le meilleur des cas, ce sont des pièges financiers. Mais ça peut être aussi, si vous voyez des choses comme enfant indigo, enfant cristal ou autre, méfiez-vous encore plus, puisque derrière ça, il y a souvent des dérives sectaires. C'est qu'on vous fait croire que votre enfant a des capacités tout à fait exceptionnelles. Et toutes ces histoires d'enfants indigo, d'enfants cristal doivent vous faire partir en courant. Et en courant vite et loin dans la direction opposée. Alors ce sont des gens qui sont habitués et qui sont plutôt flatteurs et qui savent très bien vous appréhender, mais restez vigilants s'il vous plaît. Donc voilà, même si on avance tout doucement, il y a de plus en plus de consensus, mais de mon point de vue, on est loin encore de savoir ce qu'est le QI, comment le mesurer efficacement, même si à chaque fois que la science avance, on apprend de plus en plus d'éléments, mais on remet aussi en cause des croyances qu'on pouvait avoir préalablement, et finalement c'est ça la science. Rappelez-vous que la science, c'est par nature, même par définition, les critères de scientificité. Enfin, dans les critères de scientificité, il y a la réfutabilité, c'est un facteur de science. C'est que quelqu'un qui viendrait vous voir en disant c'est scientifique, donc c'est irréfutable, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la science. La science, par nature, elle est réfutable. Et faites attention à ne faire que des tests sérieux et très franchement que des tests chez des professionnels des psychologues ou autres, mais en tout cas de gens connus et reconnus comme étant habilités à faire ça. Alors je vais terminer par une petite pointe d'humour en 2 minutes, c'est comment Mensa est perçu par différentes facettes. La première chose, j'aurais peut-être pu commencer à ça, c'est que je ne sais même pas comment nous appeler. Est-ce qu'on est HQI? Est-ce qu'on est HPI? Le mot HPI revient à la mode depuis la fameuse émission de télé. Et on trouve dans la littérature des termes surdouement, surdouessance, zèbre. Donc zèbre, c'est Jeanne Siofachin qui introduit ça. Personnellement, j'ai une préférence, mais c'est l'homme de chiffres qui parle. Je préfère parler de HQI, parce que ce qu'on mesure, c'est le QI, et quand il est haut, on est HQI. Voilà. J'aime moins le terme de HPI, mais c'est encore une opinion personnelle, parce que le terme de HPI induit que vous avez un potentiel. Donc si vous avez un potentiel, c'est qu'il n'est pas réalisé, et donc il vous manque quelque chose pour réaliser votre potentiel. J'aime moins cette approche-là. Je trouve que HQI, c'est le terme qui va le mieux, même si c'est celui qui est le moins utilisé. Alors on trouve comme ça plein d'autres termes dans la littérature. Certains parlent aussi d'extraterrestres, c'est un terme qui revient régulièrement. On parle de génie, de prodige, d'enfants précoces, de HQI, de HPI, de ZEB, de sentinelle, de surefficient. Voilà, il y a énormément de termes qui sont des termes de marketing. Je trouve que HQI, ça dit bien ce que ça veut dire, quoi. Alors, si jamais vous découvrez HQI parce que vous avez fait un test chez un professionnel ou, parlons-en, le test d'entrée à Mensa que vous avez réussi brillamment, vous êtes admis à rentrer à Mensa. Et là, vous vous dites, tiens, je vais me renseigner, je vais aller acheter quelques bouquins pour me renseigner sur le HQI. Faites pas ça, vous allez déprimer. En gros, voilà les
les livres majeurs, trop intelligent pour être heureux. Donc voilà, vous êtes HQI, donc vous êtes malheureux. Hein. Trouble tête, journal intime de ma dépression. Différence et souffrance de l'adulte surdoué. Ou je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant. Et à peu près tous les livres qu'on voit écrits par des pseudo-experts ou des vrais experts vous racontent à quel point vous êtes malheureux quand vous êtes intelligent. Franchement, je suis intelligent, je suis heureux et je connais plein de gens heureux à Mensa. Enfin, voilà, il faut arrêter d'associer le. D'ailleurs, pour moi, être HQI, c'est une bonne nouvelle. Hein. Et quand j'entends des fois des gens de Mensa se plaindre de leur potentiel ou de leur QI élevé, appelez ça comme vous voulez, je leur pose une question, je leur dis, bah, écoute, si tu es malheureux, pourquoi tu ne te ferais pas griller quelques cellules et perdre 20 points de QI? Et là, ils vous disent, ah bah non. Hein. Donc, apprécie ce que tu as, quoi. Alors, je suis désolé, c'était une petite animation. Et voilà, j'avais des idées de suggestions pour tous ces auteurs de livres à succès. C'était voilà, des prochains titres. Par exemple, pourquoi pas le prochain ouvrage qui s'appellerait La souffrance inexpugnable du surdoué, ou L'infini malheur calamiteux du suréfficient. Enfin, voilà, j'avais envie de casser un peu cette image du HQI malheureux, triste, ou mal dans sa peau ou mal dans sa tête. Je pense que si on est mal dans notre tête ou dans notre peau, c'est pour toutes sortes de raisons. Voilà, et où ça qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour être surdoué? Voilà. Après, le HQI, vu par le grand public, les gens ont tendance à nous voir un peu comme ça. C'est que moi, quand je parle avec des gens, je leur dis, voilà, je suis HQI, je suis membre de Mensa. En gros, ils voient un cerveau. Et ils oublient que je suis un homme à côté, avec des émotions, avec des enfants, avec un emploi, avec une vie normale, en fait. Par contre, la perception que nous avons dans le grand public, c'est plutôt ça. C'est plutôt des gens qui se prennent au sérieux, des prétentieux, des gens qui ont le melon. Et c'est une image qui est assez difficile à gommer. Et je trouve que c'est Ariel Ada qui répond le mieux à ça, qui dit que on ne peut pas se penser intelligent quand on mesure ses propres faiblesses avec la lucidité aiguë du surdoué qui ne lui permet aucun aveuglement. Je n'ai pas parlé du syndrome de l'imposteur, mais beaucoup de gens de Mensa, beaucoup de gens très doués vivent avec ça de manière tout à fait normale et tout à fait classique. Et je connais très peu de prétentieux. En tout cas, il n'y a pas plus de gens prétentieux à Mensa qu'il n'y en a dans la vie courante de ce qu'on peut croiser. Il y a d'autres qui nous imaginent avec des super pouvoirs. Par exemple, quand je leur dis que je suis surdoué, ils me disent oh, t'as des super pouvoirs, tu peux faire des choses extraordinaires. Je vous promets que non. Si, je connais des petites astuces pour compter plus vite, mais ça s'arrête là. Par exemple, tu es capable de faire cette opération et je vais vous dire, bah oui, je sais, j'ai vu le calcul, ça fait très précisément 461,17. Et vous pouvez vérifier, ça fait vraiment 461,17. Alors si je le sais, c'est parce que je l'avais copié sur un bout de papier avant. Sinon, je vous promets que je n'aurais pas su faire ce calcul alors que je suis un homme de chiffres. Ou ça, je vais vous dire, vous avez vu, moi, en 3 secondes, j'ai vu qu'il y avait 32 différences. Ouais. En fait, je connais mon diaporama, quoi. Je sais qu'à cet endroit-là, je dois dire 32. Voilà. Donc, gommer un petit peu toutes ces idées reçues sur ce que sont les HQI. Voilà. Et certains nous voient, amènent ça comme ça. Je vous promets, c'est pas vrai. D'autres nous voient comme ça.
Je vous promets, c'est pas vrai non plus. Nous, on se voit peut-être un peu comme ça, ou en tout cas, c'est peut-être ce qu'on aimerait. Et je dirais que c'est peut-être cette troisième image qui est la plus proche de notre réalité. Enfin, j'exagère un peu quand même. Voilà. Je vous propose d'arrêter là parce que je n'aurai pas le temps de terminer. J'étais heureux de vous présenter ces travaux et de vous parler un petit peu de Mensa parce qu'on est ici dans le cadre de cette association. N'hésitez pas à passer les tests, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Oui, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je disais juste que depuis janvier 2024, vous avez la possibilité de passer les tests en Guadeloupe, ce qui n'était pas le cas, donc les tests Mensa. Donc maintenant, voilà, vous vous rapprochez de moi, puis je vous donnerai les prochaines dates, vous vous inscrirez sur le site, et de façon voilà, à nous rejoindre. Voilà. Alors on a deux... Ouais. En complément, on a deux manières d'entrer à Mensa. Soit vous arrivez avec un test fait par un psychologue et vous le présentez à l'association, au psychologue de l'association. C'est fait en respectant la confidentialité stricte, bien sûr. D'ailleurs, il n'y a que vous qui êtes au courant de votre admissibilité ou pas. Même moi, je ne sais pas. Oui. Et la deuxième possibilité, c'est de faire le test d'entrée à Mensa, qu'on appelle le TEAM, T-E-A-M, test d'entrée à Mensa, qui est une manière plus facile, mais beaucoup moins complète d'être admis à Mensa. Et maintenant, en Guadeloupe, on peut passer la TEAM. Enfin, le TEAM. Voilà, désolé, avez-vous des questions ? Oui, vous avez beaucoup insisté sur le fait que le HQI, enfin, comme vous voulez, Oui. Ne soit pas malheureux, ne subisse pas de pression, etc. Mais quoi qu'il en soit, quand on prend la courbe, on est bien dans les 2%. Complètement. 2,3%. Oui. Donc comment éventuellement ce 2,3% pourrait se dire absolument heureux dans une société où justement, que ce soit en déficience ou en efficience, on est un pourcentage, le pourcentage est minime. Oui. Donc comment trouver sa place et comment s'assurer qu'on n'a pas un masque social quand on est dans une entreprise où si on montre sa caractéristique, on va dire, puisque ce n'est pas une supériorité, c'est une caractéristique différente, enfin c'est quelque chose de différent. Comment on est assuré de bien le vivre, d'avoir en retour du positif et autres, puisque dans la société où on est quand même assez normatif et jugé. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Alors je pense que j'ai beaucoup d'éléments de réponse par rapport à ça. Je vois ça à travers ma propre histoire. Hein. Je pense d'abord que plus on est haut dans la hiérarchie sociale, plus c'est facile de s'affirmer HQI. Vous voyez, j'ai passé un doctorat tardivement. Quand j'ai découvert que j'étais HQI, je me suis dit, allez, hop, puisque je le suis, parce que j'y croyais pas, hein, j'étais dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Allez, hop, je vais passer un doctorat. J'ai eu mon doctorat sans difficulté. C'est beaucoup plus facile quand on a un doctorat de dire, voilà, je suis HQI, que quand on est sur une fonction beaucoup moins valorisée socialement. Voilà. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est que moi, je multiplie le multi-activité. C'est que je dissocie l'activité qui me permet de gagner un salaire et de vivre et les activités qui me font plaisir. Et en l'occurrence, les activités qui me permettent de travailler, de gagner ma vie et de vivre, celles-là, voilà, je gère comme je peux. Je m'ennuie beaucoup, mais je gère pour ramener un salaire. Et en dehors de ça, je fais de la recherche, je fais des sciences, je fais de l'IA, je fais des cours d'informatique aussi. Et c'est là où je trouve de la satisfaction. C'est que ne pouvant pas trouver tout au même endroit, je multiplie les tâches. J'ai des tâches pour gagner ma croûte et des tâches pour me faire plaisir et m'exprimer. Donc il faut être en parallèle multi-activité. C'est la solution que moi j'ai trouvée.
Après, l'idéal, c'est d'avoir tout en même temps, hein. Si on peut s'éclater dans son travail, être reconnu, etc. Moi, j'ai révélé mon HQI au travail. Donc souvent, vous voyez, dans les idées reçues, souvent les gens disent « Ah ben lui, c'est un surdoué, donc il ne doit pas faire d'erreurs. » Mais bien sûr que si, qu'on fait des erreurs. C'est juste qu'on en fait moins que les autres. Mais bien sûr que si, qu'on fait des erreurs. Et à la première erreur, vous pouvez être sûr qu'il y aura toujours un imbécile qui va vous dire « Ah bah c'est bien la peine d'être si intelligent et de se tromper comme ça. » Genre, toi, tu fais pas d'erreur, peut-être. Voilà. Ce genre de remarques blessantes, vous savez que vous êtes exposé à ça. Donc, beaucoup de HQI se taisent, ne le disent pas, voire même ne le disent pas à leur conjoint, hein, parfois, ou à des proches, de peur d'être jugés. Et moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le dire. Merci. J'ai une question concernant les autistes type Asperger. Oui. Je voudrais savoir, en fait, j'étais toujours surprise, en fait, de la prise en considération et l'inclusion des Asperger dans le monde anglo-saxon, mais au niveau français, européen, non, pas européen, français spécifiquement, ou francophone. J'ai l'impression qu'il y a un problème culturel, peut-être lié à la langue. Oui. Alors, ce n'est pas la langue, c'est en France, on n'aime pas les gens différents. Voilà. Et ça vaut pour tout. Donc, un Asperger, il ne va pas être bien valorisé, un HQI ne va pas être bien valorisé. Et on a comme ça toutes sortes de personnalités qui ne vont pas être bien intégrées ou pas bien valorisées juste parce que différents. Oui ? Je vais être un peu casse-pied, mais Non, je allez-y. trouve que... Parce que c'est un sujet de fond que vous soulevez. Je trouve que pour justement les déficients, il y a des dispositifs qui existent, Oui. de soutien, d'accompagnement, d'inclusion justement, mais il y a même éventuellement des primes supplémentaires pour inclure des personnes en difficulté mentale et autres dans le milieu du travail, mais il n'y a rien pour soutenir justement ce... Non, y compris dans l'éducation nationale, les choses avancent très, très, très doucement. On fait des tests. Je peux vous dire qu'il y a une personne ici qui a beaucoup œuvré pour faire avancer ça. Et qui a œuvré de manière efficace. Mais au début, je me souviens qu'elle me racontait que quand elle évoquait les HQI à l'école, enfin, en tant qu'élève, on lui expliquait que oui, mais en quoi est-ce un problème ? Donc, c'est pas un problème, quoi.